Bonjour. Alors, cette session va parler d'industrialisation Drupal. Donc, c'est pas une session très technique. Ça concerne plus toutes les grandes organisations qui utilisent Drupal sur plus d'un site et qui veulent, où se posent des problématiques d'avoir 10, 15, 20, 100, 200, 300, 500, 1000 sites. Et quels sont les enjeux, quelles sont les difficultés, quels sont les problèmes à résoudre. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir une grande organisation représentée, plusieurs grandes organisations représentées ici, mais une qui travaille plus, qui a choisi récemment Drupal et qui a choisi de mettre en place un système industrialisé Drupal qui est Saint-Gobain. Donc j'invite Franck, qui est responsable donc, du digital chez Saint-Gobain, à parler, à introduire la session. Voilà. Bonjour à tous. Donc, je n'ai pas de slide, je vais vous faire juste, j'ai la chance de vous faire l'introduction sur l'industrialisation. Je travaille à l'entité centrale informatique qu'on appelle classiquement dans les sociétés du CAC 40 la DSI Group. Donc Saint-Gobain, c'est en 3 mots, je pourrais parler des heures, mais c'est un grand groupe industriel, historiquement. L'année prochaine, on va fêter nos 350 ans, donc ça impressionne surtout les Américains quand on leur dit que la société est plus vieille que leur pays. Nous sommes une organisation très distribuée. Nous sommes 190 000 personnes. On a plus de 6 000 sites géographiques dans le monde. Et nous sommes présents dans plus de 60 pays. On parle 42 langues. Donc il faut voir Saint-Gobain comme une myriade de petites choses, entre guillemets. Concernant donc pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai quand même cité quelques marques, on a à peu près une 50aine de marques, mais notre fonds de commerce, c'est de fabriquer des matériaux pour l'habitat. Et donc, historiquement, nos marques sont industrielles. Donc, on est né avec un business dans le vitrage. On a commencé à fabriquer des vitres pour le château de Versailles. Donc, vous voyez, ça ne date pas d'hier. Et après, le groupe a grandi sur plein de métiers différents. Mais en France, vous devez connaître les marques comme Isover sur la partie laine de verre, Weber sur les mortiers industriels, Placo sur le placo-plâtre. On a aussi un business qui ne fabrique pas mais qui vend les produits. Les enseignes connues en France sont Point P et La Paire. Voilà. Donc, je ne vais pas citer toutes les marques, ça prendrait trop de temps. Il faut comprendre qu'on a énormément de métiers différents. Sur nos sites internet, donc là on va parler de sites internet publics, donc essentiellement pour nous la présence internet de nos marques. Jusqu'à peu près 2-3 ans, on avait une hétérogénéité énorme. Donc il y a un grand acteur du web qui commence par G, un jour, qui est venu nous voir et qui nous a dit « Monsieur Saint-Gobain, je vais déréférencer vos sites, certains de vos sites, parce que vos sites sont infectés et vous ne réagissez pas. » D'accord ? Donc c'était pas terrible. Donc nous, entité informatique centrale, on a commencé à regarder, à mettre notre nez entre guillemets là-dedans et on s'est aperçu de différentes choses. Premièrement, sur la partie solution, on avait une hétérogénéité des outils de CMS utilisés pour nos différents sites. Globalement, on ne connaît pas exactement le nombre de sites que l'on a, mais on a à peu près 1500 domain names référencés. Ça veut dire qu'on estime à peu près avoir 1000 à 1300 sites internet, globalement. Donc, hétérogénéité des solutions, on avait tous les CMS de la Terre qui étaient utilisés pour fabriquer ces sites-là. Deuxièmement, hétérogénéité des modes de hosting. C'est-à-dire, classiquement, ce sont plutôt les directions marketing qui demandent à leur agence de développer des sites. Et très souvent, les agences vont choisir la techno, vont parfois héberger le site, ou parfois, la direction de marketing s'adresse à l'informatique centrale pour connaître le mode d'hébergement. Donc, hétérogénéité des modes d'hébergement qui vont d'hébergement très structuré, site suivi, infrastructure dédiée, etc., à hébergement moins structuré. Troisièmement, en termes d'hébergement, nous n'étions pas très optimum, on va dire, puisque nous sommes essentiellement orientés B2B. Donc ça veut dire qu'on n'a pas des trafics énormes par rapport à des journaux, par rapport aux médias.
Et notre modèle d'hébergement était infrastructure dédiée par rapport à un site. Donc tout ça, ça coûte très cher en termes d'infrastructure. Imaginez que vous avez 1000 sites à héberger. Ça veut dire 1000 VM pour la partie production. Ça veut dire 1000 VM. Enfin, voilà. Donc on arrive sur des chiffres complètement hallucinants qui n'ont aucun sens du point de vue économique. Donc on a décidé de lancer un plan visant à industrialiser tout ça. Première étape, la standardisation de la technologie. Donc on a fait une étude sur les différents CMS. Ce qui est ressorti, c'est qu'on a choisi Drupal comme outil standard pour ce qu'on appelle les sites structurés, les sites de marque, pour différentes raisons. Je vais très rapidement parce que je crois qu'il y a peut-être des sessions là-dessus. Premièrement, c'est une solution qui répond aux besoins. Ça paraît tout bête de le dire, mais disons qu'avec l'outil, on peut faire ce que l'on souhaite faire en termes de présence de marque sur Internet. Deuxième raison, c'est une solution open source, avec une communauté open source hyper structurée. On utilise beaucoup de solutions open source, et là, Drupal a quand même la particularité, là, en termes de communauté, d'être hyper mature par rapport à d'autres solutions open source et d'autres communautés open source. C'est vraiment une... Enfin, vous qui êtes peut-être toujours dans ce monde-là, peut-être que vous en rendez pas compte, mais si vous comparez par rapport à d'autres organisation open source, Drupal est très largement plus mature et en avance. Troisièmement, ce qui a été clé, c'est le support international. C'est-à-dire, ayant une présence partout dans le monde, on a besoin de trouver des agences, des compétences Drupal partout. Donc aujourd'hui, on a des agences avec qui on travaille au Japon, en Europe, aux États-Unis, au Brésil, enfin bref, on est capable de couvrir ça et ça n'est pas du tout vrai sur tous les CMS de la Terre. Voilà. Donc première étape, on a standardisé sur la partie Drupal. Deuxième étape, une fois que vous avez dit Drupal, vous êtes plus fort que moi sur la techno, en fait vous n'avez rien dit. Drupal a une pléthore de modules, il y a N façons de faire la même chose, N modules différents qui permettent de faire la même chose. Et donc, on a essayé de standardiser la façon de construire des sites. Donc, on a commencé à étudier, à standardiser, choisir des modules, à définir ce qu'on appelle un stack Saint-Gobain, un core Saint-Gobain, qui est basé sur un core Drupal qui sort de Drupal.org. Et pour dire, de manière un peu agnostique du métier, comment gère-t-on le multisite, comment allons-nous gérer le multilangue, etc., etc. Donc ça, c'est une notion de recommandation. Et troisième étape, c'est la partie hébergement. Donc, nous, depuis le milieu de cette année, on a mis en place une plateforme qui permet d'héberger les sites pour nos marques. Donc ce modèle, nous, en tant qu'entité centrale informatique, on ne va pas imposer à une BU une agence particulière pour son travail. Donc les marques sont tout à fait libres de choisir les agences qu'elles veulent pour implémenter leur site, pour réaliser leur projet. Plusieurs de ces agences en France sont d'ailleurs présentes dans la salle. Donc le modèle est agnostique de l'agence, mais nous donnons un certain nombre de recommandations pour le développement du site. Alors c'est des recommandations assez logiques, mais enfin bref, on donne ces recommandations. Une fois que le site est développé, elles vont délivrer leur site à travers une plateforme d'intégration que l'on gère nous-mêmes. Et ensuite, cette plateforme d'intégration va valider un certain nombre de choses et va permettre le déploiement dans ce qu'on appelle un environnement de hosting, un environnement d'hébergement. Voilà en quelques mots notre mécanisme. Pour nous, c'est très important de pouvoir gérer ça. Donc les attentes, on a des savings en termes financiers qui sont énormes, en termes d'hébergement, ça paraît évident. On veut accroître la sécurité, passer d'un mode, ce qu'on appelle un mode réactif à un mode proactif. Dans le passé, les sites n'étaient pas forcément gérés, donc on était réactif, on réagissait sur des alertes de sécurité, mais une fois qu'on nous disait que le site était infecté, à un mode proactif. Donc on analyse maintenant tout ce qui est fixe de sécurité, tout ce qui est alerte de sécurité, et on peut anticiper, on peut mettre à jour nos sites avant que les problèmes n'apparaissent. Voilà en quelques mots, introduisant le sujet. Je laisse à Maxime et Jérôme le soin. Merci Franck. Donc Franck, il reste jusqu'à la fin de la session. Il pourra répondre, si vous aviez des questions, non pas pour nous, mais pour Franck, il pourra répondre également à vos questions. Donc, merci Franck.
Donc, ça sera une session à 4 mains ou à 2 têtes, comme tu veux, Jérôme. Donc, Jérôme qui est Engagement Director, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un big boss d'Acquia France. Et donc, moi, je suis cofondateur et directeur technique d'Adiax. C'est pour ça qu'on présente à 4. Un micro ou 2 micros. Bonjour. Acquia, c'est ni un éditeur, ni un intégrateur, ni un freemium. C'est toujours pénible de définir quelque chose par la négative, mais comme le modèle est assez original, j'y passe une seconde. C'est finalement l'entreprise la plus proche du code source canal historique de la communauté. Donc l'idée, c'est d'apporter des services de réassurance en direction des grands utilisateurs de Drupal, de tiers industrialisateurs pour ne pas dire éditeurs. Et on apporte des garanties pour cette réassurance du fait de la proximité. Il y a un peu plus des 2/3 du code source du corps de Drupal 8 qui est commité par des salariés d'Acquia, et un peu plus de 40% de la security team monde de Drupal qui sont des salariés d'Acquia, etc. Voilà, les clients qu'on adresse, c'est la Maison Blanche, c'est NBC, c'est la BBC, et en France, c'est Veolia, c'est Air Liquide et Saint-Gobain. Et on a le plaisir d'être dans le cadran visionnaire du Gartner, la seule solution open source, GPL même, donc étant Drupal avec Acquia. Merci. Bon, je pense que Nicolas nous a présenté, on fait quelques sites web Drupal, donc voilà, donc, dont Saint-Gobain évidemment et toutes les plateformes de Johnson. Donc j'ai expressément cité des clients où on fait beaucoup de plateformes d'industrialisation, donc où il n'y a pas un site de fait, mais plutôt des 10, 15, 20, 100, 200, 300 sites. Alors, quels sont Franck l'a très bien présenté, quelles sont les grandes étapes? Généralement, on constate avec ces grandes organisations, qu'elles soient d'ailleurs publiques ou privées, toujours à peu près le même cheminement vers l'industrialisation. D'abord, il y a un besoin de rationalisation, de coûts, de qualité, surtout de coûts d'ailleurs au départ. Eh bien, la première étape, c'est la rationalisation de l'outil. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas lancer de l'industrialisation si vous utilisez Joomla, WordPress, Typo 3, Spip, qui sait, Drupal et WordPress et d'autres. Donc, il y a souvent une rationalisation d'outils. Ça veut dire que vous n'aurez qu'un seul outil, mais généralement, les gens choisissent 1 ou 2 outils pour gérer l'ensemble de leur présence digitale. Donc, choix de Drupal. Tout naturellement, derrière, vient la rationalisation de l'hébergement. On ne va pas avoir 14 hébergeurs avec 14 SLA différents, 14 contrats. C'est impossible à gérer au niveau de l'exploitation. Donc souvent, ils choisissent un hébergeur ou 2 hébergeurs pour héberger un ou 2 outils. À partir de ce moment-là, on rentre vraiment dans le côté industrialisation de Drupal. La première étape, c'est la réutilisation. À chaque fois qu'on fait un site, c'est à peu près le même. À chaque fois qu'on fait un site chez Johnson & Johnson, Neutrogena, Vania, Net, Biafine, c'est des sites qui vendent des crèmes par exemple, ou des sites qui vendent des produits. La fiche produit, il y a un fiche article, il y a une page d'accueil, c'est toujours la même. On a le même workflow, on est connecté à des systèmes de CRM, de couponing, de RP, de PIM, de DAM. Donc on a un besoin de réutilisation. Donc on crée des distributions Drupal pour ne pas refaire à chaque fois les choses qu'on a construites précédemment. Ensuite vient l'étape un peu plus complexe à mettre en place, c'est la centralisation. C'est-à-dire que, en tant que grandes organisations, grands groupes, j'ai une vision centralisée de tout ce qui se passe au niveau digital. C'est rarement le cas. C'est assez étrange, mais c'est rarement le cas dans les grandes organisations. Souvent, les patrons de l'IT ou du digital ne savent pas ce qui se passe vraiment dans leur marque. Donc les marques sont assez indépendantes, c'est normal. Elles sont incentivées sur la réussite. Donc, centraliser le développement, ce n'est pas empêcher les gens de faire ce qu'ils veulent, c'est simplement avoir une supervision de tout ce qui se fait. Donc souvent, c'est la mise en place de serveurs d'intégration continue, de serveurs de centralisation du code source, avec des dépôts Git par exemple. Et enfin, la dernière étape, c'est le Graal du système, c'est d'avoir une usine à site, c'est-à-dire je suis capable d'avoir à partir de templates, j'ai un template d'intranet, j'ai un template de blog, j'ai un template de site corporate, je suis capable de créer pas en quelques clics, mais en tout cas avec très peu d'efforts, un site quasi sans faire de développement. Et là, on est dans l'usine à site. Alors, première remarque qu'on entend, ouais, mais j'ai que 3 sites, j'ai pas besoin d'une distribution, j'ai pas besoin non plus d'une industrialisation. Le souci, c'est que Drupal n'est pas un CMS, enfin, n'est plus qu'un CMS.
Aujourd'hui, la bataille des CMS pour Drupal est gagnée, quasiment. Il ne reste plus que les grands acteurs, Adobe par exemple, mais ils ont 15 clients en France par rapport à Drupal. Donc ça va venir. Drupal maintenant attaque la sphère de l'IT. On a maintenant des sites e-commerce qui tournent sous Drupal, on a des applications métiers qui tournent sous Drupal, on a des intranets qui tournent sous Drupal, on va avoir des DAM, des PIM qui tournent sous Drupal. Donc Drupal va manger peu à peu, puisque c'est plus qu'un CMS, c'est un framework, va manger aussi de toutes les briques IT internes des entreprises. D'où la nécessité de faire une distribution, parce qu'une fois que vous avez intégré par exemple votre ERP, vous avez une brique ERP dans votre distribution Drupal, eh bien que ce soit votre site, votre intranet ou votre application métier, aura ce connecteur-là, vous n'aurez pas à le redévelopper. Alors ça c'est un exemple pour illustrer que Drupal n'est pas simplement un CMS, avec juste quelques modules, services, use, views et quelques intégrations, juste quelques modules et avec un peu de colle et de chance qu'il n'y ait pas de bug, etc. Mais globalement, on est capable de construire des choses aussi complexes qu'un requêteur JSON qui va chercher des données sur un Cloud S3 ou sur du Apache Solaire ou du Spark Views. Donc, on a connecté des modules entre eux, on n'a pas du tout parlé template, on n'a pas du tout parlé HTML, on n'a pas parlé site, on n'a pas parlé workflow, on a vraiment fait quasi une application métier qui serait peut-être même plus compliquée à faire sous J2EE. Alors, la première étape, on a vu, ce sont les distributions. Donc, les distributions, la principale nécessité, enfin, pourquoi les distributions sont nées, les installation profiles, les distributions sont nées dans Drupal, c'est pour éviter de refaire la même chose. C'est de repartir, non pas de zéro, mais d'une certaine étape. Un projet Drupal classique, c'est ça. On commence par installer rules, settools, views, panels, devel, admin menu, taxonomy, feeds, etc. Ça fait des dizaines de modules qu'on installe à chaque fois et qui sont à peu près les mêmes. Alors certes, il y a des variantes en fonction de si on est plutôt un média, un site corporate, un site e-commerce, mais globalement, rares sont les projets qui n'embarquent pas au moins la moitié de ces modules-là. Donc pour éviter ça, on crée des distributions. Première étape, si vous voulez créer une distribution dans votre organisation, les modules contrib. Quels sont les modules contrib que vous utilisez tout le temps? On les met dans la distribution. La deuxième étape, c'est l'intégration OSI. Mon ERP, mon CRM, je branche mes câbles, mon authentification, mon LDAP, etc. Ensuite, le niveau au-dessus, le palier au-dessus, c'est les fonctionnalités métiers. J'embarque mon workflow. Une fois que j'ai défini un workflow, je l'embarque. Si j'ai des fonctionnalités très métiers de réservation, de je ne sais quoi, ou de construction de catalogue, je les embarque aussi. Ensuite, l'étape qui est plus difficile à franchir, ce sont les types de contenus. Au niveau de Johnson & Johnson, une fiche produit, c'est la même pour les 1500 marques de Johnson. Donc, une fois que j'ai défini mon type de contenu, je n'ai plus à le recréer, je peux gérer mon workflow, par exemple. Dernière étape, la plus complexe, qui n'est pas possible pour tout le monde, mais qui est souvent implémentée, c'est les templates standards. Une fiche produit, une fiche article, une page article, elle est peut-être différente par la CSS, mais structurellement, visuellement, on a créé un template standard responsive qui est appliqué partout dans le monde, qui est appliqué pour toutes nos marques. Et enfin, la dernière étape, ce sont les thèmes, réutilisation de thèmes. Souvent, les universités, par exemple, ou des industriels comme Veolia l'utilisent. Et alors, qu'est-ce que ça apporte concrètement? Globalement, selon notre expérience, la réduction de coûts, vous avez à gauche la réduction des coûts correspondant au niveau de contenance de la distribution. Si vous mettez juste les modules contrib, ça vous fait 10%. Ça vous évite quelques heures de configuration, c'est pas grand-chose. Si vous commencez à faire l'intégration ici, vous montez peu à peu et vous pouvez arriver, on a calculé notamment chez Johnson où ils ont le plus haut niveau d'intégration, à peu près 2 fois moins cher, 2 fois plus vite pour les sites. Parce qu'il reste quand même le design, il reste quand même le contenu, les traductions. Mais c'est pas fini, avec des solutions d'usine à site, qui est l'étape d'après, parce qu'une distribution ce n'est pas une usine à site. Avec les usines à site, on passe à l'étape supérieure, on peut aller encore plus loin dans la réduction des coûts. Alors, quelles sont d'ailleurs les différentes possibilités, options pour la gestion multisite sous Drupal? Donc, imaginons qu'on a la distribution, maintenant on doit gérer plusieurs sites. Comment on fait? Jérôme, tu nous expliques? Avec plaisir. Pour prolonger peut-être ce que tu disais sur pourquoi Drupal est le bon candidat finalement pour être l'élément centralisateur et l'outil de levier qui va vous permettre de moderniser l'ensemble de l'IT avec des problématiques qui vont très vite devenir beaucoup plus larges que celles de la présentation de contenu institutionnel. Et est une bonne réponse en ce sens aux besoins de rationalisation des patrimoines applicatifs qui sont dans des domaines fonctionnels différents, souvent beaucoup trop riches et qui posent des problèmes d'interopérabilité, de cycle de vie, de maîtrise, de gouvernance, etc.
C'est le bon candidat pour ça parce qu'il est interopérable, parce qu'il est une entrée par la donnée et que finalement l'évolution des IT aujourd'hui pour toutes les grandes entreprises se font autour de tout ce qui maîtrise la donnée. Et puis parce qu'il est le bon candidat en termes d'architecture, notamment et surtout avec l'arrivée de Drupal 8, mais déjà aujourd'hui, on a un candidat qui est une brique RESTful, donc qui est dans l'état de l'art de ce que c'est qu'une architecture orientée web. Donc il est capable d'agréger le contenu, le transactionnel, je dis le commerce, mais ça peut être autre chose, tout ce qui est transactionnel lourd, le social, et on pourrait rajouter le contexte pour tout ce qui est big data, et le collaboratif. Si on essaye de résumer un peu ce qui se passe dans les grandes entreprises ou les grandes organisations, parce qu'on n'est pas forcément dans le domaine entrepreneurial, et je vais prendre 2 exemples différents pour essayer de l'illustrer, on a toujours un peu la même problématique. On a besoin d'exposer des espèces de flagship, de .com, enfin le site corporate, comme on dit, voilà, qui va être airliquide.com, veolia.com ou saint-gobain.com, qui va présenter la marque, la valeur. Et puis autour de ça, il y a une galaxie de sites qui sont souvent peu maîtrisés, qui sont dans des technologies différentes, qui sont opérés par des filiales et donc dans des pays différents, et qui vont présenter les marques locales, les métiers, avec parfois des sites transactionnels, les clients, parfois c'est des sites end-user. Et ça, c'est valable aussi bien pour une entreprise multinationale, donc qui a des filiales dans tous les pays et dont les filiales ont des sites institutionnels, mais aussi des sites de marque et aussi des sites en direction de leurs clients qui rendent des services. Mais si vous prenez, et je ne le prends pas tout à fait au hasard, l'exemple d'un institut de recherche international comme Pasteur, finalement vous avez un peu la même problématique. Il y a une entité centrale qui délivre un message institutionnel, il y a des labos, il y a des entités de recherche, il y a des projets transverses, donc on a des besoins différents qui vont générer des écosystèmes de sites. Le problème, c'est comment maîtriser tout ça et le garder dans un environnement qui devienne quelque chose d'industrialisé, de structuré. On va toujours retrouver un petit peu le même type de rationalisation. Alors, on peut le faire avec Drupal. Pourquoi on peut le faire avec Drupal et comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer d'une espèce de contradiction qui est qu'on a besoin d'avoir un environnement d'intégration continue avec un patrimoine applicatif rationalisé et un seul code source finalement, un seul code base, qui va être capable de générer des sites qui n'ont finalement, pour certains d'entre eux, rien à voir entre eux et qui doivent rester indépendants en termes de contenu. Donc finalement, il faut qu'on soit continu, mais il faut qu'on soit discret. C'est en réfléchissant à comment présenter la chose hier soir, je me dis que finalement, il faut qu'on ait une distribution quantique de sites, des centaines de sites qui sont dans des états stables, les uns par rapport aux autres. Donc il faut qu'on respecte la constante de Planck, mais on est dans un champ homogène gravitationnel, donc on est aussi dans la relativité générale. Parce qu'il faut que le code base... On a beaucoup discuté de ça hier soir, j'étais pas sûr que le parallèle entre la physique quantique et Drupal était bien. Drupal, c'est le boson de Higgs de l'Internet. Poser des questions après. Drupal, c'est le boson de Higgs de l'Internet. C'est ce qui réconcilie la capacité à opérer un ensemble cohérent de code et qui va générer des sites qui vont vivre leur vie dans des états stables différents. Donc c'est pas si absurde que ça. Et ça permet, et j'y reviendrai sur la partie gouvernance, de déployer une stratégie open source au sein d'une entreprise. C'est-à-dire que les sites qui vont être générés vont générer de nouveaux besoins et de nouveaux usages, et on va les reverser au patrimoine applicatif commun, et ça va permettre d'adresser des besoins pour les autres. Donc les progrès de chacun profitent à tous. On est bien dans les biens communs informationnels. Alors il y a de nombreuses façons de faire, je vais les balayer rapidement. Et en plus, de toute façon, comme toujours, c'est l'hybridation qui sera la bonne solution. Peut-être qu'il y a finalement une option 0, c'est de dire je fais autant d'instances que j'ai de sites. Mais là, ça pose un certain nombre de problèmes de maintenance, problèmes de rationalisation, problèmes de silo de contenu, parce qu'évidemment, on veut faire des sites différents, mais il y a une partie parfois infime, parfois importante de contenu qui, lui, va être partagé. Ce sera là-dessus qu'on arrivera à la fin. L'option multisite la plus simple, finalement, vous avez une instance standard, et puis on partage des composants. On a la possibilité de l'industrialiser un peu avec de l'installation profile. Ça pose des questions de performance de l'exploitation notamment. En sous-option de ça, on peut utiliser Domain Access pour avoir toujours une seule base, mais pouvoir aller plus loin dans la personnalisation. Alors, juste pour préciser, donc effectivement, multisite, vous avez un seul code base, donc le code source est unique. Par contre, vous avez, sauf pour les spécificités, par contre, vous avez autant de bases que de sites. Donc, c'est des back-office différents, des utilisateurs différents, de contenus différents. Donc, le partage de contenu est compliqué. Par contre, vous avez un seul code base, donc c'est beaucoup plus simple de maintenir, de mettre à jour des patchs. Dans le domaine access,
il faut vraiment le considérer pour des sites qui sont, par exemple, multi-pays, mais qui sont exactement les mêmes sites. Guerlain.com, vous avez guerlain.com, guerlain.fr, guerlain.cn, etc. C'est les mêmes sites qui ont des différences de catalogue, etc. Donc on sélectionne avec Domain Access simplement la langue, les utilisateurs, le catalogue. Mais si jamais on veut avoir des sites complètement différents, c'est pas la bonne solution. Organic Group était une autre façon, une autre couleur pour faire ça. Et pour rebondir sur ce que disait Maxime, souvent on mixe les deux, on utilise Domain Access et Organic Group pour faire des séparations au sein d'une seule instance et qu'en apparence ce soit des sites différents, et on peut aller jusqu'à une différence de theming. Il y a des effets de seuil qui sont parfois un peu pernicieux là-dedans. Disons que si vous avez plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de sites, la gestion de la séparation avec Domain Access et Organic Group peut poser des problèmes. Il y a certains grands nombres de l'énergie qui s'en sont rendus compte il y a peu de temps. Une troisième option, c'est d'avoir tout simplement du multi-instance. Mais là, ça pose des problèmes de partage de contenu, parce qu'on distribue des nodes entre des instances différentes. Cela dit, ça peut être une tout à fait bonne réponse quand on est dans quelque chose de très répétitif, finalement. Il faut simplement s'assurer que la mise à jour de ces instances se fasse de façon rationnelle. Il y a une option que nous avons développée chez Acquoia sous la forme d'un produit SaaS, finalement, qui est de construire une couche d'automation qui va permettre de faire ça de façon totalement automatisée. Donc là, on est dans un seul patrimoine applicatif qui va ensuite générer des sites qui vont pouvoir se développer sur deux axes de variabilité différents. D'abord en quantité, donc avec une capacité de les générer à très haute vitesse en reproduisant un certain nombre de choses. En gros, vous faites votre marché dans les sites que vous avez déjà. Vous considérez que le site que vous voulez générer pour un nouveau pays, pour une nouvelle marque, pour un nouveau produit, il est le plus proche de celui X et vous le clonez. Et vous pouvez également le faire sur un axe de variabilité sur des sites finalement relativement différents. Je reprends mon exemple, vous avez des sites, des filiales dans les pays qui ont des besoins de communication institutionnelle, donc c'est des espèces de clones du .com, mais il y a aussi des marques dans les pays qui ont des besoins de rendre des services transactionnels, adresser des factures à des clients, pouvoir accéder à ses compteurs, peu importe. Et là, vous allez cloner des sites qui vont être sur une sous-distribution de modules très différents. Donc il faut avoir en fait un plus grand commun dénominateur de la distribution Drupal Site Factory, et puis vous faites des sous-ensembles de modules qui vont permettre de générer des sites qui vont finalement adresser des besoins très différents et en très grande quantité. Alors, une autre alternative, c'est celle qui permet... Enfin, il y a une autre problématique quand on fait du multisite, c'est ces grandes organisations ne travaillent pas avec une entreprise, dommage, on aurait bien voulu, mais ils travaillent avec beaucoup d'agences. Comment, au niveau d'une installation multisite, avec votre cœur et vos sites différents, isoler les agences tout en ayant un système centralisé d'exploitation, de gestion de mise à jour de features. Donc on a mis en place un système qui est basé sur du Jenkins, du GitLab et un petit truc magique pour combiner le code des sites et le code de distribution. Donc globalement, c'est un système qui est agnostique d'une part de l'hébergement. Donc vous pouvez utiliser un hébergement interne, Acquoia ou les deux en même temps. Et vos agences sont isolées, donc elles ne peuvent travailler que sur le code propre de chaque morceau. Et le cœur, vous le maintenez de manière centralisée. Vous pouvez aller voir sur GitHub si vous voulez mettre ça en place chez vous. Et surtout, le truc sympa, c'est que, je ne devrais pas dire ça à Drupagora, mais le système est aussi agnostique de la solution. C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre dessus WordPress. Ce qu'on espère pouvoir faire très rapidement, ils vont démontrer le truc. Alors, une des principales difficultés qu'on a rencontrées, aussi bien Jérôme que Adiax, quand on commence à faire des grosses plateformes multisites, c'est pas tellement technique, parce qu'au final, les sites sont souvent assez simples, mais c'est surtout le problème de gouvernance. Comment gère-t-on, comment on organise au sein de l'entreprise, chez Johnson par exemple, comment est-ce qu'organiser auprès de 5000 marques ou 10 000 sites, organiser le partage de contenu, etc. Donc Jérôme, comment on fait ? Alors, on le dit, on le répète, et ça ne marche pas, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisamment entendu en début de projet, donc martelez-le entre vous et à vos clients. La technique ne sera jamais une solution à l'organisation humaine. Et il y a une contradiction fondamentale entre l'installation d'une technologie open source sur des sites d'intégration continue qui par structure est horizontale, décloisonnée, participative, collaborative, et l'organisation du travail tel qu'il est dans le monde réel qui est cloisonné, hiérarchique et pyramidal.
et les deux vont se rencontrer et ça va faire mal. Donc si vous ne prévoyez pas très en amont un accompagnement humain dans l'organisation du travail de votre usine à site, elle va être sous-exploitée. Et un accompagnement humain, c'est sur deux choses essentiellement. D'abord, le réseau de contributeurs de contenu. C'est bien d'avoir aligné tous vos sites sur Drupal, parce que vous allez pouvoir faire des cycles de formation de ceux qui vont mettre le contenu, c'est quand même ça le but, avec une seule technologie. Mais encore faut-il que ce réseau il existe et qu'il soit animé, sinon vos sites ils ne seront pas vivants. Et surtout, quelle gouvernance technologique j'installe au sein de mon organisation, au sein de mon entreprise, au sein de mon institut, au sein de mon gouvernement, pour que la pluralité et la diversité des sites déployés soient une richesse, c'est-à-dire que les besoins qu'ils vont faire naître amènent des évolutions qui vont être maîtrisées et qui vont profiter à tous ensuite. C'est là-dessus que je voudrais insister. Alors l'idée, c'est de dire, vous avez Site Factory, peu importe, 10, 100, 1000 sites déployés. Évidemment, ces sites ils vont être utilisés et ces usages vont amener de nouveaux besoins auxquels vous n'aviez pas pensé. Or, c'est le même code base. Ça veut dire que si mon site Veolia de Tchécoslovaquie décide, avec une équipe d'intégration locale, d'utiliser des modules pour réaliser un besoin auquel vous n'aviez pas pensé, mais qui pourrait être très utile à la Chine ou au Pérou, il faut vous assurer derrière que ça respecte l'architecture, les bonnes pratiques, la qualité de code, parce que sinon ça va impacter tout le monde. Autrement dit, il faut que vous reproduisiez une logique d'intégration continue communautaire au sein de votre entreprise, et ça nécessite des comités d'architecture qui vont hiérarchiser, prioriser, dire ah oui, ça, il y a 2 pays différents ou 2 marques différentes qui me l'ont demandé, il y a 2 laboratoires différents qui en ont besoin. Comment je fais pour m'assurer que chacun ne se mette pas à forquer, en quelque sorte, et qu'on reste dans la bonne pratique. Ça se pilote et c'est rarement pris en compte. Et quand ce n'est pas le cas, vous vous retrouvez avec des forks. Donc il faut absolument avoir une architecture de référence. Non, on n'utilise pas Entity Translation, on utilise I18L, ou le contraire. Et il faut que cette architecture de référence vive pour pouvoir continuer à industrialiser. En gros, vous avez un modèle standard, et par itération, vous allez le faire progresser de façon maîtrisée. Donc vous voyez qu'on est dans une difficulté qui n'a rien de technique ni rien de Drupal, c'est comment je concilie la liberté donnée à chacun de bénéficier d'outils plus puissants que ce qu'ils auraient pu développer tout seuls, mais ensuite de pouvoir le faire évoluer sans les brider. Et ça, c'est fondamental. Donc, j'en ai déjà parlé, il faut qu'on se garde un peu de temps pour les questions. Il faut reverser et il faut faire en sorte que les contenus soient animés par ce réseau de contributeurs. Je pense qu'on a fini, c'est formidable. Et on a 1 minute d'avance. Si vous avez des questions, que ce soit pour Franck ou pour nous, d'ailleurs Franck, viens maintenant. Oui, monsieur. Ah bah voilà. C'est bien, on rentre tout de suite dans le vrai sujet, quoi. Alors, ils passeront à Drupal 8 un jour, la réponse est oui. Est-ce qu'ils passent maintenant? La réponse est non. En fait, nous sommes prestataires, enfin, en quelque sorte, on est prestataire de services internes. Donc aujourd'hui, notre plateforme est Drupal 7. Pourquoi? Parce que c'est Drupal 7, c'est pour la production, etc. Certaines BU, je pense à l'isolation, vont adresser la problématique de refonte de sites en centrale. Donc ils vont dire, pour mes 40 pays où je suis présent, je vais définir 40 sites et je vais gérer ça comme un projet unique avec des déclinaisons pays. Et ils vont partir sur un modèle qui leur est propre. Là, ils s'adressent à nous. Ils nous disent, on part sur quoi? On leur dit aujourd'hui Drupal 7. Peut-être que dans un an, on dira Drupal 8 quand on pourra faire de la vraie production dessus. Mais l'initiative... on va être opportuniste, c'est-à-dire qu'on va avoir une demande, on va dire ok, on va sur Drupal 8, ok, on fait une plateforme Drupal 8, mais on va maintenir les deux en parallèle. Il n'y aura pas de notre part de push vers Drupal 8 obligatoire des sites existants. Pourquoi? Parce qu'on a des cycles qui sont longs. Quand on refond tous les sites d'une BU, c'est des projets de 3 à 5 ans. D'accord? Donc aujourd'hui, on fait du Drupal 7, on va les garder pendant 3 à 5 ans. Et ce n'est pas très grave. Dans 3 à 5 ans, les BU vont refondre leur site et passeront sur la techno qui sera présente dans 3 à 5 ans. D'accord? D'autres questions?
Bon, ah si. Ouais. Ouais. Oui, donc je répète pour ceux qui ne l'auraient pas entendu, de ce que j'ai compris, il n'y a pas toujours le niveau de centralité suffisant ou la volonté de centralité suffisante dans les grandes organisations pour qu'il y ait une DSI Corp qui soit d'abord qui existe et ensuite qui soit en capacité d'avoir des arguments d'autorité vis-à-vis de ses propres filiales. Et souvent c'est le contraire, et c'est plutôt bien. Je prends l'exemple de Air Liquide avec lequel on travaille. Il y a une culture de la décentralité pour amener à l'initiative pays. Donc c'est la quadrature du cercle, mais c'est pour ça que je prenais des exemples quantiques. On peut réconcilier des modèles qui ont l'air opposés. Il faut qu'il y ait à un moment donné un comité en charge de l'industrialisation de ce que vous avez déployé. Sinon, vous allez perdre ce que vous vouliez faire, c'est-à-dire la maîtrise. Et finalement, pour reprendre l'exemple de la question qui vient d'être posée, quand il faudra migrer vos 1300 sites, il faudra faire 1300 migrations. Donc c'est évidemment le contraire qu'on voulait. Donc il faut qu'il y ait cette entité. La centralité n'est pas une réponse, c'est plutôt quelque chose de transversal, capable de parler avec les utilisateurs et de recueillir leurs besoins pour le rationaliser. Donc ça peut être sur un modèle communautaire, comme on le fait sur les modèles des communautés libres. C'est celui qui contribue le plus qui a le droit de parler. Mais il faut qu'il y ait ça, sinon vous allez dériver, forquer. Je vais donner un exemple chez Johnson, encore une fois. Aux États-Unis, ils ont une équipe interne et ils ont un GitHub interne, donc ils ont un wiki interne. Donc c'est un vrai mini projet open source interne. Donc ils ont des contributeurs qui sont des agences, des partenaires un peu partout dans le monde. Hein. Ils ont des agences partout dans le monde qui contribuent de manière centralisée. Il y a une roadmap avec un directeur de roadmap. Il y a un Drupal GNG qui est maintenu avec des features, des tests automatiques, des déploiements, tout comme sur Drupal.org, avec les mêmes systèmes, hébergés chez Acquia. Nous, on en développe une grande partie aussi sur IMIA. Et donc, c'est ça, le but du jeu, le Graal, en fait, c'est ça d'une usine acide. C'est certes un aspect techno, mais aussi un aspect open source porté à l'intérieur de l'entreprise. Non ? Et d'autres questions ? Oui. Il y a un micro qui arrive. Vous parliez d'une solution proactive et je voulais savoir comment vous aviez vécu la dernière alerte de sécurité et comment ça s'était passé dans ce cadre-là. Qui prend le point ? Chacun peut répondre, je pense. Mais bon, on va faire, on va faire par ordre ce qui se passe. Donc la sécurité cible, dont une grande partie se trouve chez Acquia, fait d'abord la remontée de la faille. Qui tout de suite immédiatement nos clients et les agences dont nous sont également avertis. Donc ce qui se passe, c'est le déploiement centralisé grâce aux plateformes. On n'a pas 1300 sites à mettre à jour, mais on en a un commit à mettre en place. Donc on met en place le patch, soit avant 7 heures, avant que ça nous répond un peu partout, soit après. Et si jamais c'est fait après, donc ça veut dire que si potentiellement les sites ont pu être corrompus, malgré le fait qu'on ait supprimé la faille, on fait un rebuild, on fait un rebuild complet de la plateforme, ce qui prend un peu de temps. Pour être tout à fait franc, ça a été un petit peu chaud le moment, comme on dit. Mais l'avantage, c'est que pour les sites qui étaient hébergés chez Acquia, ils avaient mis en place une protection contre les failles bas niveau, qui a permis aussi de se protéger un peu. Oui, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de préserver, pour certains de nos clients qui opèrent leur site eux-mêmes, même lorsqu'ils sont hébergés chez nous, finalement de leur donner la latitude de choisir le rythme auquel ils allaient corriger en les immunisant contre la faille. Donc on l'a fait de façon très industrielle, puisqu'on a un peu plus de 5000 serveurs sur Amazon, donc on ne peut pas déployer comme ça. En gros, ce qu'on a fait avant même la release du patch de sécurité, c'est qu'on a modifié les injecteurs SQL pour que l'attaque soit inopérante, sans pour autant patcher, pour permettre à nos clients qui veulent souhaiter garder la maîtrise de leur code de faire le patch eux-mêmes. Et quand c'est nous qui sommes en charge de la maintenance corrective, nous l'avons patché nous-mêmes. Donc on a déployé en moins de 2 heures, en fait, sur l'ensemble des
15 ou 20 000 sites Drupal qu'on héberge. On sert un peu plus de 30 milliards de hits par mois sur le cloud Acquia Drupal. Quelque chose qu'il a débranché l'alerte de sécurité. Et ensuite, on a communiqué avec nos clients. Moi, je peux vous donner la vision client, puisque voilà. Donc, chez nous, comment ça s'est passé, puisqu'on a eu, il y a eu cette fameuse alerte là, c'était début octobre, je crois. Voilà. Donc déjà, on a reçu un message de warning 24 heures avant que la faille soit publiée sur Drupal.org de la part d'Acquia. Donc, on est alerté en amont, comme quoi il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Il y a une alerte critique de sécurité et qu'on doit réagir. Donc nous sommes dans le cas que Jérôme a évoqué, c'est-à-dire on n'a pas les déploiements, on a désactivé les déploiements automatiques, donc on veut gérer nous-mêmes les mises à jour du cœur. Donc on a été averti avant. Déjà ça c'est un bon point, puisque 24 heures après, moi j'avais toutes les BU qui m'appelaient, voilà comment vous faites. Nous avons travaillé avec Adiax qui gère la partie cœur pour voir quels étaient les impacts et comment pouvaient être mis à jour les environnements. Comme nous sommes sur des environnements mutualisés, il suffit de patcher, je dirais, la version de référence. Alors on a quand même plusieurs doc-routes, mais il suffit de patcher le code base. Et ça, c'est un sujet qui a été réglé en un maximum 36 heures, entre le moment où il y a eu l'alerte et tous les sites ont été patchés. Voilà, donc pour nous, ça c'est un très bon point. Et de toute façon, on avait modifié l'injecteur, donc on a vu pleuvoir les attaques peut-être une heure après qu'on ait déployé les trucs. Donc on ne s'est pas passé loin, quoi. Voilà. Il y en a qui ont été corrompus, évidemment. Ni chez nous, ni chez vous, mais il y en a. Et bonjour, merci. Une petite question, en tant qu'une petite agence, installer une usine à site pour une trentaine de clients, ça peut générer, d'après votre expérience, combien de temps d'investissement? Alors, très peu ou très beaucoup, enfin beaucoup ou très peu, ça dépend exactement ce que vous mettez dans l'usine à site. Mais mettre en place, mettons le socle Jenkins qu'on a présenté tout à l'heure qui permet le GitLab centralisé avec ce que vous pouvez pomper sur GitHub, ça prend quelques jours. Le temps d'y rentrer, de commencer à réfléchir. Enfin, voilà. Après, toute la question, c'est construire une distribution. Vous pouvez partir de Beer ou d'un COD, ou enfin, d'une distribution existante. Ça peut aller très vite aussi. Après, la vraie question, c'est pas tellement combien. La mise en place pure, elle est relativement simple. C'est tout ce qui va derrière. Après, c'est comment je gouverne mes sites, comment est-ce que je déploie, je branche les différentes plateformes d'hébergement, etc. Finalement, la mise en place pure, elle est relativement simple. C'est plus des facteurs humains, d'accompagnement de vos clients, de sélection de modules, de développement peut-être de modules custom qui prend du temps. C'est ça, c'est-à-dire avant le projet d'Indus et d'usine, il y a le site générique, si je puis dire. Il y a le patient zéro que vous allez ensuite cloner. Donc il y a ce projet-là qui a son cycle de vie. Et ensuite, le temps du clonage, lui, il est très rapide. Veolia, aujourd'hui, ils ont plusieurs dizaines de sites. On a commencé à les cloner en août. Donc, et aujourd'hui, ils en génèrent 2 par semaine. Merci Cyril. Cyril est le porte-micro. Bonjour. Avez-vous un retour des agences, par exemple en République tchèque, qui feraient des développements dans leur coin et leur point de vue à eux et cette intégration dans le modèle global? Alors, en Tchéquie en particulier, je ne sais pas, mais en tout cas, on a beaucoup de retours parce qu'on travaille beaucoup avec des agences comme nous, on gère le cœur, par exemple, au niveau de Saint-Gobain. Nous, on interagit beaucoup avec différentes agences qui font les différents sites. Le retour d'expérience, pour l'instant, est plutôt bon puisqu'on finalement on apporte de la structure, des choses, des modules déjà tout faits, configurés, qui assurent une sécurité, qui assurent une façon de faire aussi. On dit par exemple Panels. Et on oblige toutes les agences à utiliser Panels Everywhere. C'est un choix, ça peut être c'est un choix intéressant pour les possibilités de customisation de layout après. On dit Views, il faut utiliser Views. On dit Solaire, il faut utiliser Solaire. Donc après, le onboarding, c'est un process qui prend à peu près une demi-journée pour que l'agence soit upgradée en quelque sorte de leur façon de développer avec du FTP local vers du Git, tout par feature, tout par StrongArm, tout par déploiement par le code sur une plateforme mutualisée.
En gros, c'est une demi-journée pour upgrader un dev qui était habitué à faire du site dans son environnement vers la plateforme. Je parlais de la Tchéquie, c'était un peu un vœu pieux. La géopolitique de l'informatique fait que les deux premiers qui vont développer localement, c'est l'Angleterre et les États-Unis. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait en amont des revues de modules et d'architecture de code avec eux. Qu'est-ce que vous voulez utiliser? Oui, ça, non. Ensuite, on a un processus, quand c'est significatif, de certification des partenaires locaux qui vont choisir. Donc, Veolia US travaille avec une boîte aux US. Acquia US certifie cette boîte. Et après, évidemment, il y a la réception du code qui a été développé. Et on va le commiter sur une branche. Et ensuite, on va vérifier qu'il n'y a pas de problème de compatibilité avec le reste avant de le pousser vers l'ensemble. Donc voilà, ça se fait avant et après.